Viens en cagoule. C'est marrant de bosser, tout va bien? Vous êtes immobiles. Je vous reçois pas. Allez, oh, les gars, Allez, lâchez on se tout. casse. Allez, On se casse. lâche tout. Tu tiendras jamais. Allez, on se casse. Il est pris sur 20. C'est impossible de traverser, je peux pas engager la colonne là-dedans, c'est pas possible. Trop dangereux. L'incendie de forêt est un risque naturel. Chaque été, notre région est touchée. Il nous faut apprendre à vivre avec le feu. Sachant qu'il est impossible de placer un camion de sapeurs-pompiers auprès de chaque habitation et que les grands feux catastrophes reviennent de façon cyclique, chacun doit pouvoir organiser de manière efficace son autoprotection. Et comment peut-on réellement se protéger ? D'abord, en respectant la législation en vigueur qui prescrit de débroussailler sur 50 mètres autour des constructions situées en forêt ou à moins de 200 mètres de celles-ci. Prenons l'exemple de Plan de la Tour, commune du Var. Au printemps 2003, un état des lieux complet a été dressé à l'occasion d'un contrôle. On pourra retenir que seuls 15% des propriétés étaient réellement conformes à la réglementation en vigueur. En juillet 2003, un terrible incendie a balayé la moitié de la commune. Cela a permis de tirer des enseignements significatifs. Le fait est que le débroussaillement correctement pratiqué sur 50 mètres autour des habitations s'est montré d'une efficacité incontestable. C'est la base d'une bonne protection. En effet, 60% des maisons qui ne possédaient que 20 mètres de débroussaillement ont été endommagées, voire totalement détruites par l'incendie. Alors que 90% des maisons débroussaillées sur 50 mètres n'ont pas été touchées. Restent ces 10% de maisons qui, malgré un débroussaillement sur un rayon de 50 mètres, ont quand même été touchées. Un bon débroussaillement doit limiter le passage du feu d'un végétal à l'autre. Pour cela, il doit créer une discontinuité de la végétation, à la fois horizontalement pour que le feu ne puisse pas avancer et verticalement pour que le feu ne puisse pas se propager des herbes aux arbustes, puis aux arbres. Cela nécessite l'élagage des arbres. Il faut également mettre à distance les arbres et les arbustes. Et supprimer les arbustes situés sous les arbres. Débroussailler ne signifie donc pas enlever uniquement la broussaille, mais couper certains arbres et arbustes si leur proximité peut permettre le passage du feu. Les maisons débroussaillées sur 50 mètres qui ont été touchées par le feu ne respectaient pas, pour la plupart, ce principe. De plus, d'autres facteurs locaux entrent en ligne de compte, comme la topographie des lieux qui peut augmenter la puissance du feu. En effet, le relief peut modifier à la fois la direction du vent, sa vitesse et son type d'écoulement. Sur cette photographie, le sens principal du vent est modifié à l'amorce d'un vallon très encaissé. Dans le vallon, le vent prend de la force. L'ensemble provoque en haut du vallon ce que l'on appelle l'effet cheminée. La maison située au débouché du vallon est donc particulièrement exposée. Malgré un rayon de débroussaillement initial de 45 mètres, elle fut touchée intérieurement. Il arrive donc dans certaines configurations désavantageuses qu'un débroussaillement sur 50 mètres soit insuffisant. Le maire peut alors imposer un rayon de débroussaillement de 100 mètres. Le débroussaillement facilite et sécurise également l'intervention des sapeurs-pompiers qui viennent pour vous protéger. De plus, en cas de départ de feu depuis une zone habitée, le débroussaillement réduit la vitesse et la puissance du feu naissant, permettant aux occupants de l'éteindre avant qu'il ne gagne la forêt. Si le débroussaillement reste l'action préalable indispensable pour l'autoprotection, il ne faut pas négliger d'autres mesures qui peuvent compléter la protection qu'il apporte. Nous citerons par exemple la présence et les moyens d'utiliser des points d'eau ou bien le choix judicieux des matériaux de construction. Le mieux est encore de laisser parler l'expérience.
Dans un premier temps, mon fils prenait des photos en haut. Il est descendu à toute vitesse et il nous a dit « Prenez les voitures et fichez le camp ». J'ai cru sur le coup qu'il plaisantait. Et j'avais mes enfants, mes petits-enfants, j'ai mis le tout dans la voiture et je suis partie. C'est le premier feu que j'ai vu et je vous assure que ça m'a fait un drôle d'effet. C'est au moment de l'incendie que vraiment je me suis rendu compte de l'importance du débroussaillement. On n'en croyait pas nos yeux. Hein. Tout était vert, tout était... Mon mari avait ratissé intégralement tout le terrain. 2 hectares, vous vous rendez compte? Et là, moi, je me moquais de lui. Mais comment tu fais une petite feuille comme ça, tu la laisses pas? Et mes enfants se moquaient de lui. Et bien là, je l'ai béni ce jour-là. Dans ce que dit cette dame, il y a du bon et du moins bon. La propriété était parfaitement conforme à la réglementation, respectant la zone des 50 mètres et les règles techniques de débroussaillement. Le feu n'a eu aucun impact tant sur la végétation que sur la maison. Concernant le moins bon, cette femme a fui la zone de feu. La prudence, surtout si le terrain a été correctement débroussaillé, veut que l'on se confine chez soi. Le plus sûr refuge face au feu est un bâtiment en dur. L'évacuation entraîne souvent l'encombrement des voies de circulation. Cela expose les habitants et les secours dans leurs véhicules au feu, dont la direction peut changer très vite au gré du vent. Une voiture n'est pas un refuge sûr. On était à l'extérieur et à un moment j'ai senti de la fumée, donc tout de suite j'ai tourné la tête vers l'endroit d'où venait le vent et puis là on a vu derrière donc une colline environ 2 km plus loin sur la commune de Vidauban un nuage énorme qu'on est rentré à toute vitesse et on a commencé à nettoyer autour de la maison, c'est-à-dire rentrer les meubles en bois, rentrer le linge, enlever les rideaux, décrocher les rideaux qui sont autour des baies vitrées, puisque au cas où les baies explosent. Le feu est arrivé dans l'espace d'une demi-heure, 3/4 d'heure maximal, et on n'a pas, c'est ahurissant, on n'a pas le temps de faire énormément de choses si on ne l'a pas prévu auparavant. Des broussailلاges a fait que je me suis senti quand même relativement confiant dans le fait de rester dans la maison. Ce témoignage donne de bons conseils sur la réaction à avoir avant l'arrivée d'un feu. Ranger à l'intérieur tout objet facilement inflammable et se confiner. Malgré la bonne volonté de notre témoin et les 50 mètres de débroussaillement légal respectés, la végétation a été touchée, ainsi que l'extérieur de la maison. Cela s'explique par une mauvaise qualité du débroussaillement qui a permis au feu de passer d'arbre en arbre jusqu'à la villa au lieu de le limiter à un feu au sol. La mise en œuvre d'une motopompe aurait sans doute également limité les dégâts. Vous m'avez fait tellement peur que le soir même j'ai commencé à tronçonner. J'ai tronçonné tout le lendemain avec des amis et mes enfants. On en a coupé 30 ou 40 mètres. C'était là en 90 et tout a brûlé de la même façon et on n'a pas su tirer les enseignements. C'est qu'on aurait dû débroussailler et tenir propre, on s'était juré de tenir propre le terrain à la forêt. On l'a tenu propre 2 ans et puis on s'est laissé à nouveau envahir par la végétation. Bon, par le débroussaillement pour sauver une maison. La bêtise aussi, le point d'eau, la motopompe elle est dans le garage, mais bon après 90 on aurait dû mettre tout ça en œuvre, réparer la motopompe, préparer les tuyaux, les lances et garder le terrain propre, la forêt propre. On y a pensé 2 ans, pendant 2 ans après le feu on y a pensé, puis après on a oublié, on s'est dit on est tranquille pour 10 ans. Une seule leçon, être toujours prêt car le feu ne prévient pas. Le débroussaillement, c'est la base. Il faut commencer par là. D'autant plus que débroussailler, contrairement aux idées reçues, c'est aussi assurer la survie de nos arbres. Moins serrés, ils pourront s'épanouir pleinement. Et en cas d'incendie, le débroussaillement empêchera les flammes de se propager dans leur feuillage. Les arbres resteront verts. Débroussailler constitue donc en plus une valorisation de votre patrimoine. Le Code forestier édicte l'obligation de débroussailler. Cette réglementation s'applique aux terrains situés dans les bois, forêts, landes, maquis, garrigues, plantations et reboisements ou boisements linéaires d'une surface de plus de 4 hectares ayant une longueur minimale de 50 mètres ainsi qu'aux terrains situés à moins de 200 mètres de ces espaces. La réglementation y définit des périmètres à débroussailler.
La forêt et ses environs, zone où s'applique la réglementation du débroussaillement, ici représentée en rouge et jaune, n'est pas à débroussailler entièrement. Seuls les terrains situés en zone urbaine du plan local d'urbanisme de la commune ou dans les lotissements, les zones d'aménagement concerté, les associations foncières urbaines et les campings doivent être débroussaillés en totalité, qu'ils soient bâtis ou non. D'autre part, en plus des zones urbaines des plans locaux d'urbanisme, les abords des constructions, chantiers et installations de toute nature doivent être débroussaillés sur un rayon de 50 mètres, voire 100 mètres sur certaines communes. Les voies d'accès privées doivent être dégagées de toute végétation sur une hauteur de 5 mètres à l'aplomb de la voie et de ses accotements, de manière à obtenir un gabarit de 5 mètres. Dans certains cas, la zone des 50 mètres empiète sur une parcelle n'appartenant pas au propriétaire de la maison. En effet, si les 50 mètres de la maison jaune ne recoupent pas ceux de la maison rouge, il appartient au propriétaire de la construction rouge de réaliser le débroussaillement, même pour la partie située sur la parcelle du voisin. Pour cela, le propriétaire de la maison rouge doit informer son voisin qu'il doit respecter des obligations de débroussaillement de 50 mètres. Les travaux pourront être réalisés par le propriétaire de la maison rouge ou par le propriétaire de la maison jaune. Si le propriétaire de la maison jaune ne souhaite pas exécuter les travaux lui-même, le propriétaire de la maison rouge doit lui demander l'autorisation de pénétrer sur le terrain concerné pour y exécuter le débroussaillement. Il est vivement recommandé, pour avoir une preuve de votre bonne foi, d'adresser cette demande par courrier avec accusé de réception. En cas de refus de votre voisin, de retour du courrier ou d'absence de réponse, il y a inversement de responsabilité. C'est votre voisin qui devient responsable du débroussaillement sur son terrain. Vous devez informer le maire afin qu'il pourvoie d'office aux travaux qui seront alors aux frais du voisin. En cas de débroussaillement sur le terrain d'autrui, le bois coupé appartient au propriétaire du terrain et non à celui qui a financé les travaux. 2 propriétaires peuvent avoir une zone commune à traiter. En zone de superposition, il est souhaitable d'essayer de réaliser les travaux de débroussaillement en commun avec les voisins. En cas de désaccord, la responsabilité du débroussaillement pèse sur le propriétaire le plus proche de la parcelle située en zone de superposition. Les parcelles construites situées dans une zone urbaine jouxtant une zone non urbaine combinent les obligations liées à ces 2 types de zones. Il faut alors débroussailler la totalité de la parcelle en zone urbaine, ainsi qu'un rayon de 50 mètres autour de la construction dans la partie non urbaine. Certaines communes possèdent un plan de prévention des risques d'incendie de forêt. Celui-ci peut délimiter d'autres zones à débroussailler en plus. Si le plan local d'urbanisme de votre commune indique que votre propriété est située en espace boisé classé, dans le cas de la réalisation des obligations légales de débroussaillement, un arrêté du préfet du Gard vous exonère de déclaration préalable de coupe en mairie. Aucune démarche supplémentaire n'est donc à effectuer. Concernant les locataires, ils doivent réaliser les travaux lorsqu'il s'agit du maintien en état débroussaillé ou lorsque l'obligation légale de débroussaillement fait l'objet d'une disposition particulière de leur bail. Parlons maintenant de sanctions. Bien entendu, la sanction la plus lourde est celle du feu, avec ses victimes et ses dégâts matériels. De plus, en cas de dommages dus à un incendie de forêt, votre assurance pourra appliquer une franchise supplémentaire de 5 000 € si vous n'aviez pas débroussaillé. L'assurance du propriétaire d'une maison voisine ayant brûlé peut également se retourner contre votre assurance au niveau de votre responsabilité civile. Pour éviter que certains propriétaires peu responsables fassent courir des risques à leurs familles et voisins, ainsi qu'aux sapeurs-pompiers en ne débroussaillant pas, la loi prévoit plusieurs sanctions. Les contrevenants encourent notamment une amende de 135 €. Cette amende pourra aller jusqu'à 1 500 € pour les terrains compris dans les lotissements, les zones d'aménagement concerté, les associations foncières urbaines et les terrains de camping. Le tribunal de police peut en outre décider d'une astreinte journalière de 30 à 75 € par jour et par hectare soumis à l'obligation de débroussailler jusqu'à réalisation des travaux. Les contrevenants encourent également une mise en demeure d'exécuter les travaux dans un délai qui ne peut être inférieur à 1 mois. Passé ce délai, si les intéressés n'ont pas exécuté les travaux, la commune les fait réaliser d'office puis leur refacture. En parallèle, des poursuites pénales peuvent être exercées par le tribunal correctionnel. Elles aboutissent à une amende pouvant atteindre 30 € par mètre carré non débroussaillé. Par exemple, pour une parcelle de 1500 m² située en zone urbaine, l'amende peut atteindre 45 000 €. De plus, ces infractions seront inscrites au casier judiciaire du propriétaire concerné. Le
Le débroussaillement recouvre les opérations dont l'objectif est de diminuer l'intensité et de limiter la propagation des incendies. Nous l'avons vu précédemment, un débroussaillement mal réalisé peut remettre en question son efficacité, même si le rayon de débroussaillement est respecté. Il faut donc attacher une attention particulière aux règles techniques qui permettront de créer une discontinuité verticale et horizontale du combustible. Concernant la création d'une discontinuité verticale, l'élagage des arbres de plus de 3 mètres est primordial. Il doit être effectué sur 30 à 50% de leur hauteur avec un minimum de 2 mètres de hauteur. Cela empêchera le feu de passer des arbustes aux arbres. Concernant la création d'une discontinuité horizontale, la coupe ou éclaircie est une opération de première importance. Elle empêche le feu de passer d'un végétal à l'autre et permet en outre au feuillage de se développer. Les arbres améliorent ainsi leur état sanitaire. Pour cela, il faut couper les arbres et arbustes en densité excessive, de façon à ce que le feuillage de chaque arbre ou arbuste conservé soit distant du feuillage de son voisin immédiat d'au minimum 3 mètres. L'opération de débroussaillement ne vise pas à faire disparaître l'état boisé, mais doit au contraire permettre un développement harmonieux des boisements concernés. Il faut laisser subsister suffisamment de semis et de jeunes arbres de manière à constituer ultérieurement un peuplement complet. Il faut également couper les herbes hautes, les buissons, les broussailles, ainsi que les arbres et arbustes morts, dépérissants ou sans avenir. Attention également à la présence d'arbres à proximité immédiate d'ouverture des maisons, comme les cheminées ou les fenêtres. Ils représentent un réel danger, surtout lorsqu'ils possèdent une masse foliaire importante, comme le cyprès. Aussi, il faut couper tous les végétaux dans le périmètre d'une construction, de telle sorte que celle-ci soit à une distance d'au minimum 3 mètres des végétaux conservés, feuillage compris. Les arbres remarquables dont le feuillage est situé à moins de 3 mètres d'une construction peuvent être conservés sous réserve d'appliquer à la végétation environnante un traitement spécifique détaillé par l'arrêté préfectoral relatif au débroussaillement. Aucun arbre ne doit toucher ou surplomber l'habitation. Le ratissage dans les 20 premiers mètres autour de l'habitation, bien que facultatif, peut s'avérer particulièrement efficace et complète le travail préalable d'éclaircie et d'élagage, ainsi que la coupe des herbes sèches. Dans le cas présent, la propagation du feu s'est arrêtée exactement à la limite des travaux réalisés. Les terrains agricoles, les vergers, oliveraies et plantations de chênes truffiers cultivés et régulièrement entretenus suffisent à la protection contre les incendies et ne nécessitent pas de traitement spécifique. Concernant le débroussaillement des voies d'accès privées donnant accès aux habitations, il est nécessaire de couper tous les végétaux situés à l'aplomb de la chaussée sur une hauteur de 5 mètres et sur une largeur de 5 mètres, voies comprises. Cela donnera la possibilité aux véhicules de secours de se rendre chez vous. Les végétaux coupés ne doivent pas être laissés sur place, sans quoi ils sécheront et constitueront une importante masse très combustible qui augmentera le risque. Il est préconisé pour les éliminer De les amener en déchetterie, ou de les broyer, voire de les brûler dans le respect de la réglementation d'emploi du feu. La période idéale pour faire les gros travaux s'étend de début octobre à fin février. Les travaux de finition ou d'entretien annuel, tels que le fauchage et le broyage, sont à faire au printemps, entre début mars et fin mai, après les pluies qui augmentent la pousse de la végétation. Tous les travaux devront absolument être réalisés avant le début de la saison à risque, soit pour la fin mai, afin de vous apporter la protection nécessaire en cas d'incendie. De plus, la réalisation de travaux de débroussaillement en été présente un fort risque de mise à feu et est donc à proscrire formellement. L'emploi du feu pour le brûlage des végétaux est interdit toute l'année et en tout lieu dans le Gard. Cependant, une dérogation est possible pour les travaux liés aux obligations légales de débroussaillement si aucune déchetterie acceptant les déchets verts ne se situe à côté de votre habitation. Le brûlage est alors possible entre le 15 septembre et le 14 juin. Ces derniers sont définis par l'arrêté préfectoral d'emploi du feu que vous pouvez consulter en mairie et sur le site internet de la préfecture. L'incendie de forêt étant un risque qui revient chaque été, il faut donc l'intégrer dans votre mode de vie. Vivre avec le feu, c'est, à l'amorce de la saison à risque, posséder un débroussaillement parfaitement entretenu. Il ne faut pas avoir de végétaux coupés sur le terrain, ni de tas de bois non protégés contre la maison. Les amas d'aiguilles de pin sur la toiture ou dans les gouttières sont également proscrits. Si l'on possède une piscine, il faut pouvoir y puiser de l'eau. Les piscines représentent souvent l'équivalent de plusieurs camions de sapeurs-pompiers. Pour cela, il faut s'équiper d'une motopompe thermique.
Si vous avez une caravane sur votre terrain, sachez que la chaleur seule peut l'embraser, même si le feu ne vient pas jusqu'à elle. À l'approche d'un incendie, n'oubliez pas que si votre propriété est débroussaillée réglementairement, vous pouvez vous confiner à l'intérieur de votre habitation, si elle est faite en dur. Cependant, si votre propriété n'est pas conforme aux règles exposées dans les chapitres précédents, vous devez évacuer votre habitation bien à l'avance, sans gêner les opérations de lutte et en emportant le strict minimum. Dans tous les cas, suivez les instructions données par les personnes habilitées, à savoir la gendarmerie, la police ou les pompiers. Si vous restez dans votre maison, certains gestes seront à observer avant que le feu arrive chez vous. Il faudra rentrer tous les objets susceptibles de s'enflammer, calfeutrer les portes et les fenêtres de linges humides, ouvrir le portail pour faciliter l'accès au secours, fermer les bouteilles de gaz et les mettre dans l'eau de votre piscine ou à l'abri, garer les voitures et les caravanes, vitres fermées, à l'abri de la maison, côté opposé à la direction d'arrivée du feu. mettre les tuyaux et la motopompe à l'abri pour pouvoir les utiliser après le passage du feu. Rentrer dans un bâtiment en dur et ne jamais s'approcher du feu. Essayer de le combattre est extrêmement dangereux. Sachez à titre indicatif qu'à moins de 40 mètres de flamme faisant 8 mètres de hauteur, ce qui est courant pour un feu de forêt, vous risquez de graves brûlures, voire de perdre la vie. Vous devrez aussi Fermer portes, volets et fenêtres et les calfeutrer. arrêter les systèmes de ventilation électrique et boucher les appels d'air tels que ventilation et trappes de cheminée. Prévoir des lampes de poche ou des bougies. Constituer une réserve d'eau dans la maison. Ne jamais décider de partir au dernier moment. Vous pourriez vous retrouver au cœur de l'incendie sans aucune protection. Je me suis déplacé vers les fenêtres. Là, j'ai été regarder ce qui se passait dehors. Donc j'ai vu un front, disons, de fumée à l'horizontale opaque qui passait avec une très forte chaleur à travers les vitres que j'ai ressenti. Et en l'espace de, on va dire, j'estime ça 7-8 minutes maximum, mais relativement vite, j'ai vu que ça s'éclaircissait. Et à partir du moment où ça s'éclaircissait, que j'ai vu que des petites flammes commençaient autour de la maison à entamer la petite végétation, les petits arbustes qui étaient autour, je suis ressorti. Je n'ai pas pu respirer, donc je suis rentré chercher une serviette que j'ai mouillée et ressorti à nouveau. Et là, j'ai arrosé avec un simple tuyau d'arrosage. Pendant le passage du feu sur votre propriété, il vous faudra rester calme et surveiller les vitres non protégées par des volets qui peuvent se briser sous l'effet de la chaleur. Dans ce cas, il vous faudra éteindre rapidement les particules enflammées entrant dans la maison avec votre réserve d'eau. Après le passage du feu, vous pourrez vous préparer à aller dehors en vous équipant de vêtements en coton, de gants et de chaussures en cuir. Une fois la fumée extérieure dissipée, vous pourrez sortir et contrôler l'état des portes, des volets, de la toiture et de la charpente. Vous pourrez sortir votre motopompe ou votre tuyau d'arrosage pour éteindre les parties incandescentes. La survenue d'un feu génère peur et angoisse, quand il ne provoque pas des crises de panique. Garder votre calme et agir en toute sécurité sera plus facile si vous avez bien anticipé la situation. N'hésitez pas à simuler avec votre famille l'arrivée d'un feu en répétant les gestes à effectuer. Bien préparé et avec une bonne autoprotection, vous pourrez aborder la saison à risque sereinement. Plus que jamais, il convient de respecter la réglementation et les mesures de prudence. En effet, dans notre région, la forêt s'étend d'année en année et l'urbanisation progresse dans les espaces naturels. Ces facteurs, associés au réchauffement climatique, accentuent le risque d'incendie. Le feu menace à l'heure actuelle de vastes étendues boisées et des zones habitées en contact direct avec la forêt. Grâce à la vigilance et aux efforts de tous, et en particulier de vous les résidents à proximité de la forêt, les effets dévastateurs du feu ne seront plus une fatalité. En vous autoprotégeant, vous participerez à l'effort de protection de la forêt et renforcerez les dispositifs de défense contre l'incendie conduits par les pouvoirs publics. Votre action est primordiale pour optimiser celle des secours qui, moins pris par la protection des populations, pourront mieux défendre la forêt. Vous autoprotéger du feu, c'est aussi protéger la forêt, notre patrimoine.